beaucoup de joie que je reçois Alia Kournol-Hassan. C'est l'inverse. C'est Alia Hassan Kournol. D'ailleurs, ça tombe bien, Alia. Bonjour. Bonjour Cyril. Merci d'être là. Merci à toi. Et puis, c'est pas nouveau. Tu connais un peu. On est dans le quartier, quand même. Bon, voilà. Tu es venu, comme d'habitude, à vélo. Comme d'habitude. Voilà. Et en plus, il fait bon. Un peu chaud aujourd'hui. Il fait un peu chaud aujourd'hui. Ouais, voilà. Ben, merci d'être là parce que là, aujourd'hui, je te reçois vraiment comme candidate conseillère de ville pour Vieux-Ville, Longue-Pointe. Maisonneuve-Longue-Pointe. Okay. Maisonneuve-Longue-Pointe. Grand district dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. D'accord. On va repartir un peu dans le passé. D'abord, tu vois, je me trompais dans le nom, c'est Hassan Kournol, parce que tu es d'origine égyptienne. Exact. C'est papa qui est égyptien. Papa égyptien, maman française. Voilà. Donc les deux noms, en fait. Exactement. C'est ça, les deux noms. Okay. Puis je suis fière de ces deux noms-là. Je suis contente d'avoir apposé le nom du papa, le nom de la maman et garder les deux racines juste en me nommant. Et l'Égypte, tu connais un peu? Oui, je connais. J'y suis pas née. Je suis née en France, en banlieue de Paris. Mais t'es une banlieusarde parisienne. Oui, je suis une banlieusarde parisienne. Ouais. Mais oui, l'Égypte, je connais. On y allait très, très souvent pour voir la famille de mon père. D'ailleurs, lui, il vit encore. Il est au Caire en ce moment. C'est sûr que c'est un pays qui a connu énormément de chamboulements au cours des 20 dernières années, mais particulièrement après le printemps arabe. Donc, je peux te dire que la fibre politique, c'est depuis longtemps et dans la famille. C'est ça, parce qu'en plus, tu as une formation de politologue. Oui. Voilà. Tu es candidate cette fois-ci pour ces élections à venir, là, dans quelques temps, mais c'est pas nouveau pour toi, la politique. Tu l'as dit, ok, tu l'as étudié, mais tu as été déjà engagé. Oui. Puisqu'en 2017, ceux qui sont vigilants, qui ont de la mémoire, ont dû... quand on te voit là aujourd'hui, ils t'ont vu autour de Valérie Plante, de projets, parce que tu as été conseillère et stratège politique pour Madame Plante. Bah oui, j'ai eu la chance de travailler auprès de Madame Plante donc en 2017, tous les jours avec elle sur le terrain pendant notre première campagne. Puis ça a été une révélation à ce moment-là, le monde municipal pour moi. Ce qui m'a interpellée en la suivant, en l'accompagnant, en rencontrant tous les partenaires et tous les acteurs à ses côtés pendant la campagne, en étant vraiment dans l'organisation terrain, en faisant le lien avec nos partenaires, l'équipe des communications, la direction de campagne, les 103 candidats, parce que déjà en 2017, on avait 103 candidats. Absolument. Ouais. On a sillonné Montréal de fond en comble ensemble. Et ce qui m'a interpellée, en fait, c'est la proximité. C'est le fait que quand tu fais du municipal, tu es dans le quotidien des gens, tu es dans la vie de tous les jours, tu es le palier de gouvernement le plus proche. Et donc, moi, c'est ça qui m'a donné envie de m'investir. Donc, comme tu l'as dit, ça a été d'abord comme conseillère politique, comme staff, comme on dit. Ça a été au cabinet ensuite de la mairesse sur des enjeux qui te sont chers aussi. Oui, diversité, inclusion. Réconciliation avec les peuples autochtones aussi, tu as touché aussi la sécurité un peu. Oui, la sécurité publique. Voilà, c'est ça. Sécurité publique. Mais avant d'arriver là, au moment où tu rencontres, je ne sais pas si c'est Projet Montréal que tu as rencontré avant Valérie Plante ou Valérie Plante et puis Projet. Ça a été Valérie Plante par hasard dans la rue d'ailleurs. Ok, c'est ça. Pourquoi vous vous êtes rencontrés, puis tu lui as dit quoi ou elle t'a dit quoi? Écoute, je vais raconter l'anecdote et puis je l'ai raconté d'ailleurs au lancement de campagne de Projet Montréal cette année. Je revenais d'un mandat que j'avais fait à Québec et puis j'étais dans l'auto avec une personne qui écoutait à ce moment-là, je ne sais plus quelle radio, mais Valérie Plante venait de se faire élire chef de Projet Montréal. Et la personne qui m'accompagnait me disait « Mais moi, j'y crois pas, impossible qu'elle soit mairesse, Denis Coderre est tellement fort. » Et à ce moment-là, je lui ai dit « Mais moi, je me méfierais. D'abord, la première chose qu'on apprend en politique, c'est de jamais rien prendre pour acquis. Et puis, je crois que Montréal est dû pour un changement et les Montréalais et les Montréalaises sont prêtes à enfin élire une première mairesse. » J'arrive chez moi
il y a un colis qui m'attend, je vais le chercher au Jean Coutu, je sors du Jean Coutu, je tombe sur Valérie Plante. Ok. Je venais de parler d'elle 5 minutes Dans avant. la voiture, ouais, Exactement. Et on s'est mis à discuter ensemble, on a trouvé plein de points communs, notamment notre engagement dans les mouvements de droits des femmes, et notamment à la Fondation Filles d'Action où je m'apprêtais à commencer un mandat. Et on s'est mis à parler, et puis il y a eu comme une espèce de coup de cœur professionnel. Et depuis, on se suit. Pourquoi tu choisis de faire des études en sciences politiques, en politique? Pour plein de raisons. J'ai toujours été... d'abord, il y a le lien familial. Moi, j'ai 33 ans. J'ai grandi en France, dans une famille multiculturelle. Donc, papa égyptien, maman française, mes mamans qui avaient beaucoup voyagé, très impliquée, elle, socialement aussi, dans des enjeux qui touchaient notamment, à son époque, le droit à l'avortement. Mon père, très impliqué dans les mouvements de droits humains. Et puis, moi, je me souviens, dans les années 90, d'images à la maison très, très marquantes sur CNN ou à la BBC qu'on écoutait, de la guerre du Golfe. Et je pense que c'est ces images-là qui ont commencé à m'interpeller, à petite fille me dire mais pourquoi il y a des guerres, pourquoi les États interviennent, pourquoi c'est si marquant ce qui se passe en Irak quand nous on regarde ça très éloigné de France. Et puis évidemment il y avait une histoire personnelle des parents, un papa un grand-père qui a en Égypte vécu certaines guerres, notamment la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, donc ça c'est très ancré dans l'histoire familiale. Puis je pense aussi c'est une façon dont j'ai été éduquée, très ouverte sur le monde à la maison. Évidemment, la langue principale, ça a toujours été le français. Mais mon père, venant d'immigrer en France, ne le parlait pas très très bien. Donc on parlait aussi un mélange d'arabe et surtout d'anglais à la maison. Des parents qui travaillaient dans le tourisme en plus, donc beaucoup de voyages. Grande ouverture vers l'extérieur. Vers l'international. Et en fait, c'est la politique internationale qui m'interpellait. Mais évidemment, quand on s'intéresse à l'international, on s'intéresse aux choses de chez nous. Et puis, à 16 ans, j'ai créé une organisation dans mon lycée parce qu'on parlait beaucoup d'enjeux de conciliation entre des étudiants d'origine arabe, des étudiants juifs. Mon lycée, à l'époque, était dans le quartier juif. Donc, on a fait beaucoup d'événements pour promouvoir les cultures du Moyen-Orient, leurs similitudes, pour sortir un peu de la négative et puis dans un contexte très, très français aussi, de tout ce qui touchait à certains conflits internationaux. Tout à fait. Et de là, évidemment, des études en sciences économiques et sociales. Et puis, plus je touchais aux enjeux de sociologie, d'économie, de sciences politiques, plus mon intérêt grandissait. Et c'est ça qui m'a d'ailleurs amenée à venir étudier au Québec. Au Québec. Depuis combien de temps Je suis arrivée en 2009. Okay. J'ai fait un petit passage à Toronto pendant 2 ans environ. Tu n'as pas aimé l'anglais? Si, j'ai bien aimé l'anglais, mais il me manquait quelque chose. Il manquait quoi? Tiens, à l'heure où on parle beaucoup de Montréal et de son identité, de son visage. C'est ça qui me manquait. La vie de quartier, la proximité, se sentir appartenir dans un espèce de cocon chez toi, tu sais. Tu vas dans la rue, tu croises tes voisins, tu leur parles, on se connaît, il y a une solidarité, tu as des commerces de proximité, tu peux te balader à pied, à vélo, en transport en commun. Toronto, c'est effervescent, c'est une grande ville, mais il n'y a pas ce côté ville 15 minutes, comme on dit. Ici, il y a des cœurs de village. C'est quelque chose que les Montréalais et Montréalaises apprécient. C'est le cas ici où Exactement. Et puis dans Vieux-Ville, particulièrement, il y a une identité de quartier qui est très, très forte. Donc, je pense que c'est ça qui me manquait. Puis peut-être aussi un peu comme européenne, c'est quelque chose qui me manquait d'outre-Atlantique aussi, qu'on retrouve à Montréal. Mais c'est franchement différent de l'Europe aussi. Tout à fait.
là, tu rencontres donc Valérie Plante, tu l'as expliqué, vous commencez à cheminer ensemble jusqu'à son élection. Mhm. Tu rentres dans son cabinet où tu es resté pendant deux ans. 2 ans, ok. 2 ans et demi à peu près. Tu t'en vas, tu le quittes, le cabinet. Mhm. Je ne peux m'empêcher de te demander pourquoi. Pourquoi? Mhm. Parce que quand on travaille dans un cabinet, c'est passionnant, c'est extrêmement prenant, c'est effervescent un cabinet politique, puis au municipal particulièrement parce qu'on touche à tout. Mhm. On est une équipe qui est quand même assez petite. Je pense que ce dont j'avais envie aussi à un moment, et puis c'est normal dans un cheminement de carrière, c'était de commencer à gérer du personnel, à gérer des budgets. Et c'est ça qui m'a tranquillement amené ensuite à diriger un organisme communautaire dans le quartier. Mhm. Quand on est au cabinet, on ne gère pas une équipe, on ne gère pas... On gère des projets, Oui. on gère des enjeux, Mhm. on travaille en collaboration avec des équipes de la fonction publique, Mhm. mais il n'y a pas si tu veux, ce qu'on va appeler en anglais le management. Donc, c'est-à-dire faire des ressources humaines, gérer des budgets, gérer des finances. C'est un peu différent. Oui. Et donc là, tu viens gérer cet organisme-là. Et Mhm. puis, au bout de 2 ans, élection. Et là, tu dis, bah, voilà, j'ai géré des budgets, j'ai géré une équipe. Maintenant, je veux aller en campagne. Je veux devenir candidate. C'est à peu près ça. Question encore, pourquoi? Pourquoi? Mhm. Parce que je pense que quand tu diriges un organisme, en plus dans un quartier qui était celui-ci, c'était dans Merci Hochelaga Maisonneuve, un organisme que j'ai dirigé aussi au plus fort de la pandémie, ce qui m'a amené à sillonner le quartier d'est en ouest. On a fait des initiatives notamment de camions hurleurs avec l'arrondissement de Merci Hochelaga Maisonneuve pour que les personnes immigrantes auprès desquelles je travaillais puissent avoir les consignes de santé publique dans diverses langues. Bah, je me suis dit, j'ai envie de porter mon engagement encore plus loin. Et puis porter l'engagement encore plus loin quand tu es déjà très sur le terrain, très engagé dans la communauté, bah, c'est évidemment l'engagement politique qui fait du sens. Et le municipal, je le connaissais. C'est le palier que je préfère parce que c'est celui de la proximité. Mais en même temps, Montréal a un certain rayonnement, donc on touche à des enjeux qui sont beaucoup plus larges que la simple gestion des poubelles ou du déneigement, comme l'imaginent souvent les gens au municipal. Parce que c'est ce que j'allais te dire, c'est le plus proche des paliers, c'est celui qui s'occupe vraiment des besoins des gens. En même temps, c'est celui qui, apparemment, même si là, moi, des chiffres me montrent le contraire, attire le moins. Oui, c'est vrai. Hein, est le moins, si je peux me permettre l'expression, est le moins sexy, est le moins... Et pourtant. Voilà. Et pourtant, tu vois ma face quand j'en parle. Bah oui, je trouve que tout est... La politique municipale, c'est hyper stimulant. Oui, il y a les enjeux qu'on connaît de gestion d'une ville qui sont effectivement le ramassage des ordures, la gestion des déchets, le déneigement, l'état des routes, pas seulement le municipal évidemment, la gestion des parcs, etc. Mais dans une ville comme Montréal, une métropole super diversifiée en plus, on parle de développement économique, on parle de rayonnement international, on parle de sport, de loisirs, de culture. Puis de culture ici, c'est hyper pertinent parce qu'on a des artistes montréalais absolument incroyables, on a un patrimoine, on a des quartiers qui ont une identité. On parle évidemment d'enjeux de diversité, d'inclusion, d'immigration. 75% des personnes immigrantes au Québec viennent à Montréal. À Montréal, tout à fait. Donc évidemment, la politique municipale, c'est aussi tout ça. Et ça, c'est passionnant. Oui, tu es dans ce quartier, mais pourquoi Longue-Pointe? Pourquoi? Oui, qu'est-ce qu'il y a ici qui t'attire, qui te... Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Vends-nous un peu ce... Alors, Maisonneuve-Longue-Pointe, Ouais. pour situer un peu les gens qui nous écoutent, ça part à peu près du marché Maisonneuve et ça va jusque dans Tétroville. Donc, c'est un immense district dans lequel il y a plein de quartiers avec des problématiques
très différentes. Et moi, c'est ça qui me stimule particulièrement ici. Tu vois, là, au moment où on se parle, nous, physiquement, on est dans Viauville. Viauville, c'est un quartier historique avec certaines rues qui sont quasi patrimoniales. À 2 rues d'ici vivait la Bolduc, pour te donner une idée. Je ne savais même pas qu'on était ses voisins. Tu vois, mais à 3 rues d'ici, il y a le port de Montréal. Oui. Le port de Montréal, ô combien stratégique dans le développement économique de la ville et dans l'internationalisation de la ville de Montréal aussi. Tu passes le port, il y a aussi des enclaves, des quartiers qui sont en mal d'amour, peu verdis, enclavés physiquement entre Notre-Dame, Assomption Sud, Longue-Pointe et les terrains industriels, où il y a des jeunes familles qui arrivent, mais aussi des habitants qui sont là depuis quasi toujours, où il y a une mixité sociale énorme, beaucoup de diversité aussi, puisque plus on va à l'est, plus les loyers sont souvent plus abordables. Quoique ça aussi, on pourra s'en parler si tu le souhaites, mais l'abordabilité des logements, c'est une priorité pour Projet Montréal. On veut que les gens restent dans leur quartier, on veut que les gens restent à Montréal. Et puis tu vas encore plus à l'est de Maisonneuve-Longue-Pointe, on est dans Mercier-Est. Donc, c'est du monde super diversifié, des enjeux très différents. On parle de verdissement comme on parle de développement économique. On parle de redonner de l'amour à des quartiers, comme on parle de place du vélo dans la ville, de désenclavement comme de proximité et de cœur de village. Donc, c'est ça, Maisonneuve-Longue-Pointe. C'est très, très diversifié. Il n'y a pas un quartier qui se ressemble. Alia, qu'est-ce que Projet Montréal, à travers ta personne, va faire dans les 4 ans à venir qu'ils n'ont pas eu les moyens de faire dans les derniers 4 ans qu'ils ont occupés dans cette zone dont nous parlons? On parle de verdissement, l'abordabilité du logement, c'est un peu devenu une espèce de rengaine. Là, tout le monde, là, en ce moment, ne parle que de ça. Et a raison. A raison, mais permet que par moment, on écoute et puis on se dit, OK, ce sont des promesses, mais rien ne va se faire. Alors, je pense qu'il ne faut pas voir Projet Montréal dans une nouveauté, mais on est dans la continuité en ce moment. On a un mandat derrière nous, 4 ans où notamment en habitation, il y a des choses complètement novatrices qui ont été mises en place. Et laisse-moi te donner un exemple de choses très porteuses pour la métropole que Mme Plante a mis en place avec l'aide de Robert Baudry. C'est le règlement pour une métropole mixte. Ce règlement, en gros, il fait quoi? Il force les promoteurs qui font des immeubles aujourd'hui de 5 logements et plus à faire du logement social, abordable et familial, donc des 3 chambres et plus. C'est la première fois en Amérique du Nord qu'une ville se dote d'un tel règlement qui va amener les promoteurs dans des nouveaux projets à construire pas seulement pour des personnes qui ont les privilèges et les moyens de se payer des condos, mais aussi pour des Montréalais, Montréalaises qui en arrachent un peu plus, qui ont des revenus plus petits. Et ça, quand tu parles de ville inclusive, de ville solidaire, c'est des choses que Projet Montréal ont déjà mis en place. Donc, Mme Plante, aujourd'hui, quand elle annonce qu'elle va pouvoir faire 60 000 logements abordables dans un prochain mandat, ça ne sort pas d'un chapeau. C'est des choses qui sont le fruit d'une réflexion des 4 dernières années, qui ont été concertées avec des partenaires. Donc, ce n'est pas des promesses en l'air, c'est des choses, et c'est ça que j'aime de Projet Montréal, réalistes, concrètes, faisables. Il me semble avoir vu des chiffres, j'étais en train de les chercher, où il y a eu la promesse dans le dernier mandat, sauf que ce qui a été rendu, donné, livré, justement dans cette espèce de logement ou de complexe mixte, on est à peine dans le 1/20e. On faisait un comparatif. Oui. Et puis, c'est normal parce que le règlement, il a été adopté très, très récemment. Donc, il faut aussi laisser le temps aux choses de se mettre en place. Il y a toujours place à bonifier, à améliorer des règlements. Et ça a été le cas très, très récemment pour le règlement pour une métropole mixte. Je suis sûre que tu as lu certains articles là-dessus. Quelques-uns. Mais la volonté de Projet Montréal, c'est justement de continuer tous ces efforts en habitation. Puis, Projet,
Ce qui est particulier dans notre formation politique, c'est qu'on fait ces règlements-là, ces promesses ou ces propositions-là. J'aime pas le terme promesse, pas des promesses. On n'est pas là pour vendre des choses qu'on fera pas aux gens. C'est des propositions qu'on concerte, qu'on fait de manière concertée. Donc à la fois avec des militants de notre parti, mais aussi avec des experts. Et c'est ça qui est absolument pertinent pour les Montréalais, Montréalaises. Je voudrais qu'on termine avec un volet qui est le volet femmes, Ouais. Le volet diversité. Ouais. Les deux sont liés parce que, je l'ai mentionné, tu étais conseillère, stratège politique auprès de Mme Plante le mandat précédent, notamment au début, et on a beaucoup applaudi. Moi, je fais partie de ceux qui, au résultat des élections, il y a 4 ans, ont été déçus par les résultats. Pourquoi? Parce que finalement, cette diversité, tant mise en avant, n'a finalement pas donné de fruits. Mais cette année, il y a quelque chose, et puis on va parler du scope diversité que Néo-Québec présente. On le voit, beaucoup de femmes, de la diversité. J'ai une réponse, du moins, j'ai une réponse. J'ai un début de réponse, mais je vais me... Oui, je vais me tourner vers toi et poser la question. Qu'est-ce qui... Dis-moi quelque chose, à moi, à ceux et celles qui nous écoutent, nous regardent, qui va nous faire croire que cette fois-ci, c'est différent. Quand on parle de candidature féminine, candidature de la diversité, candidature jeune. Que ces candidatures vont se transformer, que l'essai va être transformé, qu'on aura des élus. D'abord, je vais faire un petit pas en arrière, parce qu'effectivement, tu le disais, en 2017, on a réussi le pari de la parité. Non, c'est vrai. On n'a pas réussi celui de la diversité. Oui. Puis on a fait une introspection. Puis rares sont les partis politiques qui sont capables de faire ça, de faire un exercice sur eux-mêmes. Il y a eu des débats, il y a eu des personnes qui sont expertes sur les enjeux d'inclusion et de diversité qui se sont joints à Projet Montréal. Il y a eu des discussions au niveau du conseil de direction. Il y a eu l'arrivée de quelqu'un que tu connais bien aussi dans le parti, c'est Guédouig Bernier. Comme président. Exactement, qui est le président de Projet Montréal. Et Guédouig, ce qu'il a mis en place aussi, c'est des actions concrètes à l'intérieur du parti pour aller non seulement chercher des candidats et candidates issus de la diversité, on va utiliser ce terme, c'est le plus facile pour la compréhension, mais les faire gagner. Parce que ce n'est pas tout de présenter des candidats, il faut qu'on soit dans des districts qui sont gagnables. Et dans chaque district qui sont des bastions forts de Projet Montréal, tu remarqueras qu'il y a des candidats et des candidates issus de toutes les diversités, qu'on parle de personnes minorités racisées, avec genre, orientation sexuelle, exactement, tout, oui. Absolument. Donc c'est en ça que je crois que cette année, à cette élection, et c'est vrai pour Projet Montréal, mais c'est vrai pour tous les autres partis, puis j'ai pas envie qu'on tombe dans le dénombrement de candidats de la diversité. Je pense que les Montréalais et les Montréalaises, ils s'attendent plus à ce genre de débat. Ce qu'ils veulent, c'est que ça marche. Ce qu'ils veulent, c'est qu'en novembre prochain, au conseil municipal, il y ait des gens qui leur ressemblent. Puis là, tout a été mis en place pour que ce soit le cas. Il y a du mentorat, on a mis des candidats issus des diversités dans des châteaux forts, dans des districts gagnables. Tu sais, je pense à Erika Alneus, par exemple, dans Rosemont. Je pense à Marie Sterlin dans le plateau de Mont-Royal, Laurence Parent. La campagne de Will Prosper, elle va bien. Il y a des ressources qui sont mises à contribution. Puis je pense aussi que les Montréalais et les Montréalaises sont dans une autre mentalité. Les événements des dernières années sur les questions raciales ont choqué, secoué. Il y a eu un éveil collectif et les gens sont prêts à avoir des visages différents, mais des visages qui ressemblent à Montréal dans leurs instances. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le 7 novembre? De gagner et de te revoir ici dans notre quartier élu. Élu, hein? On se dit élu.
pour la prochaine fois qu'on se voit. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Merci beaucoup. Merci, Cyril. Beaucoup, Aliane Hassan Cournol. Je rappelle encore, donc, candidate pour le conseillère de ville, c'est ça, dans la Maisonneuve-Longue-Pointe, district de Longue-Pointe. District de Maisonneuve-Longue-Pointe. Tout ceci. Il faut dire Maisonneuve-Longue-Pointe. Je vais m'y faire parce que arriver. déjà c'est nouveau pour moi de me dire je suis à Viauville parce qu'avant j'étais à Hochelaga, mais je suis à Viauville. Exactement. Voilà, et ça c'est très important. Mais comme tu as dit, on te souhaite le meilleur pour le 7 novembre et puis je ne suis pas le seul à te le souhaiter. Puis on va encore dire ouais, il a encore pris position. Oui, j'ai pris position. Je veux que tu sois élu. C'est comme ça. Voilà. J'ai pas trop le choix. Merci, bonne campagne. Merci, Comment Cyril. elle se passe, la campagne? Elle se passe bien? Elle va bien. Il reste à peu près 24 jours, je crois. 24 jours. On est sur le terrain, on est en forme, on est plein d'énergie. On cogne à plein de portes. Tu le sais, dans le quartier, tu me vois très souvent. Mais les gens de l'Est me voient aussi. Oui. Ouais, le vélo est là et heureusement qu'il est là, ça me permet d'aller vite. Ben merci, vraiment, merci d'être passé. Merci, puis je dis Cyril. la prochaine fois, je voudrais avoir une élue en face de moi et puis là on va commencer à parler de choses concrètes. Voilà. Merci beaucoup à toi, Ali Hassan Cournol. Donc je rappelle, allez sur sa page, vous ouvrez Projet Montréal ou même sur Facebook. Et puis voilà, vous pouvez communiquer avec elle. Et ceux qui sont dans le quartier, ben, vous la voyez, elle circule, elle cogne aux portes. Et puis discuter avec elle. Qui sait, elle va peut-être convaincre plus d'un de la suivre, pourquoi pas. Comme elle a suivi Valérie Plante il y a 4 ans. Peut-être que ce sera le cas. Voilà. Merci à toi. Bonne fin de campagne. Merci, et Cyril. puis, de toute façon, on suit. Nous, on suit ce qui se passe. Je sais que tu suis, et je compte puis, sur toi. voilà, on va en parler.